Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau débrief, le débrief du jamais facile d'aller jouer à Angers ICO. C'est une façon un petit peu originale de le présenter. Est-ce qu'on peut encore dire ça, franchement ? Est-ce que c'est... Alors, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu le running gag, c'est jamais facile d'aller à Angers, mais c'est vrai que la dernière stat, quand même, qu'on a vue, là, que je vous ai partagé tout à l'heure, c'était une défaite sur 10 à Angers, entre enfin, en tout cas, une défaite sur les 10 dernières confrontations. Je vous laisse évidemment trouver laquelle, je sais pas si... Moi, je l'ai. C'est un 3-0 2016, ça. Avec un joli maillot rouge d'entraînement en guise de maillot match. Merci Jardim. Et donc voilà, c'est vrai que... Mais bon, il y a quand même pas mal de matchs nuls aussi. Et c'est vrai que Angers, c'est plutôt parce que c'était quand même une équipe assez chiante à jouer, notamment avec... Ah, tu l'as pas mis en fond d'écran, Boris, je suis déçu. Non, j'ai hésité pour Adrien de mettre une photo de Stéphane Moulin, voilà, qui nous manque quand même. Il a rejoint la Ligue 2. On espère qu'il va vite remonter quand même, parce que c'est un personnage, c'est une figure qui nous manque quand même en Ligue 1 aujourd'hui. Mais comme je prévoyais d'annoncer ma candidature à l'élection présidentielle, j'ai gardé le fond bibliothèque, en fait, comme certains candidats à l'élection présidentielle. Puisqu'en plus, comme eux, je pourrais dire que ça fait 30 ans que je pose des bons diagnostics sur l'AS Monaco. Alors, 30 ans peut-être pas quand même, mais... J'ai attaqué fort, très jeune. Bon. En tout cas, vous avez reconnu le ton acerbe de Boris. Et on va découvrir aujourd'hui Mohamed avec nous. Salut Mohamed, donc du coup, tu es invité par Radio Diagonale pour faire ce débrief. Voilà, comme ça nous faisait plaisir. Merci à vous, salut, j'espère que vous allez tous bien. Écoute, nous ça va très bien. Alors Mohamed, du coup tu as aussi une chaîne YouTube, si tu veux nous en parler rapidement, Yes. au moins pour nos éditeurs aussi. Yes, j'ai ouvert donc ma chaîne YouTube il y a quoi à peu près il y a 2 mois. J'ai toujours voulu un peu la faire, après j'ai jamais vraiment osé, donc là je l'ai faite. Donc comme d'hab, j'essaie de faire au moins une vidéo par semaine où je vais débriefer les matchs de l'ASM, et je fais de temps en temps aussi quelques petites vidéos sur des mangas des fois, comme c'est ma deuxième passion après l'ASM. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a de quoi manger pour toutes les personnes. Voilà. Parlant de manga, ici il y a tout là-haut, il y a un petit calendrier de l'Avent, Dragon Ball Z. Voilà, la première case qui s'ouvre ce soir, messieurs. Voilà, c'est cadeau. Le Yankee. Il y a des gens qui achètent ça, quoi. 30 € sur Amazon, excuse-moi, il y avait une promo, j'en ai profité. Ah ouais. Okay. Bon, en tout cas, bienvenue à toi Mohamed, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, notamment chez Tilly l'imposteur, pour sa première, donc enchanté, Salossin, en espérant que ce live ira au bout, évidemment, on espère. Alors si on est coupé en cours de route, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a une musique qui est pas passée chez Twitch, laquelle on ne sait pas, on ne le saura jamais visiblement, mais bon, voilà, donc c'est peut-être que j'aurais lâché une insulte. Ouais, alors voilà, justement, on va aussi faire attention aux gros mots, du coup, pour éviter tout problème de ce genre. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri. Du coup, on va commencer les traditionnels 3 points. Et puis, du coup, honneur à toi, Mohamed, du coup, pour tes premiers 3 points. Oh, merci. Donc, premier point, déjà, on va parler de la bonne cohésion de l'effectif. Franchement, grosse performance de l'équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu comme ça un match mené de bout en bout. Ça fait plaisir. Deuxième point, les attaquants. Boadou, Voland, Job, Jason Martins, qui ont vraiment fait une grosse prestation. Ça fait plaisir et honnêtement, ça c'est vraiment intéressant. Et après, le troisième point, c'est la question sur le débat, ou peut-être même un débat sur Voland, Boadou. Est-ce que c'est la nouvelle
le nouveau Yederland qui va remplacer petit à petit Ben Yedder, ou c'est juste pour reposer Ben Yedder. Donc voilà, ça c'est mon troisième point. Le bois d'Ouland, du coup. Ouais, ce serait ça. Le Boisland. Le Boisland. Ou le Vaudou. Ou le Vaudou, ouais. Mais en général, c'est vrai que même mieux. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que quand même avec Voland, il y a quand même toujours un petit côté Disneyland à la fin qui peut traîner, quoi. Donc c'est quand même pratique. C'est vrai. 3 points concis, en tout cas, bravo. C'est quelque chose que personne n'arrive à faire ici, donc félicitations, Boris. Tes 3 points. Dédicace à Adrien, évidemment. Et à Arthur, et à moi, et à peu près tout le monde en fin de compte. Ouais. Et à moi-même. Du coup, premier point, la victoire, une belle victoire, honnêtement. Un match, à part, on va en parler, un petit intermède à la reprise et jusqu'au 3e but, mais globalement, un match plutôt bien maîtrisé. Sûrement le meilleur match en Ligue 1 depuis la victoire contre Montpellier, qui amène un deuxième point un peu plus acerbe, dans le sens où il y a un côté un peu frustrant, finalement. Alors, c'est sûr qu'on est content d'avoir gagné ce soir, mais il y a presque pas de logique en fait. On a une équipe quasi type, ou en tout cas avec plus de joueurs cadres contre Strasbourg. On gagne pas ce soir. On a un turnover un peu plus important. On peut regarder quasiment un joueur assez faible par ligne, ou en tout cas un joueur qui fait un peu grincer des dents quand on voit la compo. Et au final, on sort un match vraiment plein. Avant le match, ils ont dit sur Prime que on était venu très motivé, que Petrov et tout étaient descendus sur la pelouse. Je me suis dit, ça c'est mauvais signe. Ça sent la débandade, à mon avis. Et en fait, il faut croire que ça a dû marcher, que ça a dû filer un coup de boost. Et le dernier point, il sera pour Boadou. C'est un peu la hot take du moment, ou en tout cas chacun a un peu sa hot take sur Boadou, les pros et les antis, avec des arguments assez contrastés dans les deux cas. Moi, j'étais plutôt dans le train. J'étais content qu'il signe à Monaco, donc plutôt content si ça peut bien tourner. Donc voilà, j'espère ce soir. Il y avait déjà eu un but contre le PSG. J'ai l'impression qu'on a vu un peu la même chose ce soir, c'est-à-dire un but où on se dit ça va débloquer, et puis mine de rien après des choses un peu moins bien. Donc voilà, plutôt content pour lui, pour la confiance, mais toujours à suivre. On voit toujours des choses un peu bizarres avec ce joueur. Alors moi du coup mes 3 points, donc c'est une mi-temps pour se faire plaisir, une mi-temps pour se faire peur. Alors sur la deuxième mi-temps, évidemment un petit peu à contraster, parce que cette deuxième mi-temps finalement ça s'est résumé à plutôt 20-25 minutes difficile, mais c'est vrai qu'avec la réduction du score, on n'est pas passé loin derrière ensuite d'une égalisation, donc c'est vrai que finalement toute la bonne première période a failli être annulée en peu de temps, et donc voilà. Le deuxième point du coup, c'est ne nous emballons pas, parce que c'est vrai qu'on a vu, comme tu le disais justement Momo ce soir, je t'appelle Momo, désolé, je suis déjà hyper familier. Mais voilà, on a vu vraiment des bonnes choses de la part d'équipe, notamment dans cette première période, ce qui peut vite donner de l'emballement. Ça peut aller très très vite dans ce sens-là. Malheureusement, je crois que la réalité de cette saison, c'est que visiblement, je pense que dimanche on va un peu s'ennuyer contre Metz. Donc voilà, voilà, pas d'emballement précipité. Et le troisième point, du coup, c'était dans la continuité de ce que je disais dimanche justement dans le débrief, à savoir que on stagnait, et c'était bien de faire un résultat à Angers pour les griller au classement, puisque mine de rien Angers était 6e avant cette rencontre, et du coup c'est le cas, on est passé devant ce soir, donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Même si évidemment on va attendre aussi de voir les autres résultats, notamment Lyon, pour savoir un petit peu où se situer. Nice aussi qui joue face à Paris, pour savoir comment on va se situer un petit peu, si on a fait une bonne opération ou pas. La suite du coup de l'émission, avec la composition. Alors là du coup Boris, je reviens sur un de tes points, tu parlais un petit peu de remaniement dans cette composition. C'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit mais pourtant c'est bizarre, c'est jeudi l'Europa League, c'est jeudi le match contre Sturm Graz pour faire tourner, donc Ouais, après c'est vrai que les matchs s'enchaînent. On avait fait très très peu tourner contre Strasbourg, donc on pouvait s'attendre à un peu de turnover quand même ce soir. Et c'est vrai que la compo de départ, moi, elle me rassurait vraiment pas quand je voyais déjà le match fait contre Strasbourg, et qu'on affaiblissait en plus avec
des joueurs évidemment en difficulté, hein, comme des Jacobs et Boadou par exemple, ou voire même un Jean Lucas qui était réinséré, un Gelson qui n'était pas forcément non plus dans les plus performants ces derniers temps. Il y avait pas mal de turnovers, bon, qui est une chose assez obligatoire, hein. De toute façon, on enchaîne et encore là dimanche contre Metz. On va vraiment pouvoir, je pense, faire tourner contre le Sturm Graz jeudi prochain. J'espère qu'on va vraiment envoyer les coiffeurs à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce soir, il y a une équipe un peu mixte. Mais finalement, c'est une équipe qui a la qualité supérieure par rapport à l'adversaire, hein. Donc c'est plus les non-matchs avec l'équipe type qui nous posent des questions finalement que ce qu'on a pu voir ce soir, je pense. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça le problème en fin de compte, c'est à savoir que quand on aligne a priori une équipe type, on se retrouve avec une bouillie comme ça a été le cas dimanche, alors que ce soir on a vraiment vu un match vraiment emballant. Momo, allez, je prends le pli si tu m'autorises. Toi, la composition, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu cette composition? Déjà, je vais pas me mentir, quand j'ai vu qu'on avait Jean Lucas plus la doublette Volande-Boadou, je me suis dit merde, ça fait 40 fois que cette doublette est partie, elle est passée, 40 fois que le match offensivement a été mauvais. Puis là, pour une fois, ça s'est bien passé, donc j'étais plutôt content, je me suis dit enfin. Mais après, voilà, quand j'ai vu la compo, j'étais pas forcément confiant, mais après, j'ai aussi vu l'adversaire. Comparé à Strasbourg est une équipe qui n'est pas forcément une très très grosse équipe joueuse. C'est l'inverse de Angers qui, depuis le début de saison, essaie d'aller de l'avant. Regardez le match qu'ils ont fait contre Lyon. Ils les ont éclatés, je crois, 3-1 ou 4-1. Voilà, donc on savait déjà qu'on n'allait pas se retrouver face à un bloc bas, une équipe attentiste qui allait rien faire. Non, ils ont essayé d'ouvrir le jeu. Ali Chaud était toujours à faire des appels en profondeur. Donc déjà, au moins, tu savais qu'avec cette équipe, tu pouvais très bien en mettre 3, mais aussi en prendre 3. Donc honnêtement, sur le début quand j'ai vu la compo, je me suis dit Boadou Volante, moi je suis pas fan. Aujourd'hui, ils m'ont fait mentir, tant mieux. Honnêtement, je préfère quand ils me font mentir. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi remercier des fois l'adversaire qui nous permet de bien jouer. Ouais, c'est vrai que finalement, comme ce match était assez ouvert, Angers a aussi permis ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne sur la compo, c'est vrai que Jacobs, voilà, il faut faire tourner. Moi, le seul truc à laquelle j'arrive vraiment pas à me faire, c'est de voir Disasi capitaine. Ça, c'est un truc sur lequel je m'attendais. Enfin, j'y arrive pas. Par contre, je m'attendais à voir à nouveau Aguilar. C'est vrai qu'on avait quand même trouvé son match plutôt bon, hein, contre Strasbourg. Je m'attendais à le voir à nouveau aligné. Bon, finalement, ça a été Sidibé, et on parlera évidemment de Sidibé qui s'est distingué un petit peu ce soir. On en reparlera. Et puis voilà, sinon pour Jean Lucas, finalement, donc son dernier coup reçu contre Strasbourg, c'était plus de peur que de mal. On nous demande si Mohamed, c'est toi qui es passé à l'after il y a quelques jours. Ah yes, tu viens juste de lui répondre dans le chat. Voilà, je viens de exactement, voir ça. J'ai vu en même temps. Ouais, effectivement, c'est moi. Voilà. C'est même celui qui a fait la petite pub là, pour sa chaîne YouTube voilà. Juste avant. Et évidemment, inutile de dire que cette pub que tu fais là aujourd'hui sera certainement plus efficace que celle de l'after, sans comparaison possible. Il y aura forcément des experts et des gens de qualité, of course. Voilà. Et sur la compo, je rebondis aussi sur un point de Momo, hein, c'est que il y a quand même, alors c'est plus tellement une surprise, mais il y a un truc qui peut interloquer un peu, c'est qu'il y en a un qui tourne pas, et il y en a presque un seul, à part le gardien, c'est Volande au final. C'est vrai que l'explication, je trouve elle est compliquée à trouver, parce que c'est quand même pas le maître à jouer de cette équipe, hein, c'est pas forcément techniquement qui fait la différence. Alors en plus, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Pour le coup, c'était presque lui, hein, qui a fait office de maître à jouer. C'est pas assez. Moi, je veux bien entendre qu'il court, qu'il fasse du travail défensif, mais j'ai du mal à croire qu'il soit complètement irremplaçable au point de jamais pouvoir tourner. Je me demande s'il n'y a pas presque un aspect physique, en fait, dans le sens où il doit avoir des datas qui prouvent qu'il peut complètement enchaîner, qu'il n'a pas besoin de se reposer, parce que pour jouer à ce point-là, tous les matchs et jamais être préservé, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme de base, et que Kovac ait besoin d'un relais sur le terrain, pourquoi pas, mais je m'attendrais presque à ce moment-là qu'on le préserve de temps en temps. Alors il est sorti quand même, mine de rien, aujourd'hui assez tôt par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais il enchaîne encore une titularisation, et c'est vrai que
par rapport au point Ben Yedder, Boadou, en fait, il n'y a pas de concurrence à 3, il y a vraiment une concurrence à 2 pour jouer aux côtés de Voland. Et c'est ça, en fait, qui est totalement inexplicable, parce que si au moins Voland était intouchable, ça veut dire qu'il te fait des matchs en mode Mbappé, il te met ses buts, il te crée les occasions et tout. On pourrait pas discuter un peu à la Tchouaméni pendant le début de saison, on dirait pas, il est bon, il est sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais combien de matchs avant celui-là où il était totalement transparent, où il te faisait des mauvais contrôles, où ses courses ils étaient super lentes et tout. Et pourtant, c'est toujours le dernier à sortir, c'est toujours le premier sur le terrain, sur la feuille de match, et t'as pas de raison vraiment valable. On va me dire la confiance, ça peut marcher aussi pour Ben Yedder ou pour Boadou. Pourquoi tu fais pas jouer Ben Yedder tout en titulaire pour sa confiance? Il n'y a pas de raison évidente, en tout cas j'imagine que Kovac en a une. J'imagine qu'il fait pas ça. Je pense que c'est juste, j'ai un petit côté ancien de Bundesliga, comme tu as dit, peut-être son gars sûr, c'est un peu son Matuidi, mais Matuidi au moins des fois il se donnait à fond et il te décevait jamais. Honnêtement, je pense que Matuidi c'est le joueur le plus sous-coté, qu'on a le plus traité de tous les noms, alors que c'est celui qui a le moins déçu de toute sa carrière. Et Voland, depuis le début de saison, il n'est pas meilleur que Boadou, il n'est pas meilleur que Ben Yedder, mais il est toujours là. Et moi, c'est quelque chose, j'ai du mal. En tout cas, je suis un peu comme toi, Boris. Je ne comprends pas, je n'ai pas de raison logique et valable, en tout cas, hormis d'avoir un totem d'immunité parce qu'il a gagné Koh-Lanta allemand. J'ai pas d'autre raison. Ouais, on oublie aussi la possibilité qu'il ait des dossiers sur Kovac. On sait jamais, ça peut arriver. Il y a des dossiers qui tournent sur Valbuena, c'est déjà assez suffisant. On va éviter de se retrouver avec eux. Voilà, en tout cas, on attaque le match. Donc, on parlait vraiment de cette première mi-temps, messieurs, qui était qui était assez vraiment plaisante. J'ai trouvé sur la globalité que c'était une vraie bonne mi-temps où on a très vite bien utilisé nos phases de transition, j'ai trouvé, de bons débordements et tout de suite une première situation, Boris, notamment avec Myron Boadou. Boadou qui va être de toute façon avoir pas mal de situations dans cette mi-temps et qui apporte aussi en fait, si tu le disais, finalement des transitions qui apportent des choses que Ben Yedder a plus de mal à apporter. C'était le cas aussi de Gelson ce soir. Donc effectivement, Boadou qui va se retrouver dans plusieurs bons coups tout au cours de cette mi-temps. Alors je me rappelle plus dans quel ordre. Le but, c'est la première situation qu'il a ou il y en a une autre avant. Je me rappelle. C'est la tête sur la première. Avant, il en a une deuxième, je crois, avant. Tu vois, je suis pas sûr de les avoir notées, celles-ci. Ouais, moi j'ai noté qu'à partir du but, la tête, je me rappelle même pas. Je crois que Boadou fait une tête au début, après il y a le but, et après il y a son magnifique passement de je ne sais pas quoi faire avec mes jambes, passe à Diop. Mais je crois que Boadou il a une grosse tête au début de match. Ah, c'est celle qui est sortie par Petkovic. Non, ça c'est. Non, elle est pas cadrée, c'est quand il cadre pas. Exactement, ouais. Tu vois, celle-ci elle m'est même carrément sortie de l'esprit. Il est même sorti de l'esprit de Boadou, t'inquiète pas. Ouais. En tout cas, voilà. C'est ce qui lui a permis de marquer la deuxième. Ouais. Heureusement. En tout cas, ça montre quand même que ça va assez vite, mine de rien, ce début de match, que notamment à l'image de Gelson Martins, Momo, les remontées de balles qui se font assez rapidement, j'ai trouvé aussi. Ouais, Diop. Honnêtement, tu le voyais qu'il essayait souvent et de provoquer ou de jouer assez rapidement. Gelson qui, pour une fois, a réussi à dribbler des joueurs. C'était vraiment fou. Donc, moi, j'étais content. Donc, quand on a ces deux types de joueurs, en tout cas, Gelson qui percute et Diop qui arrive à bien remonter son ballon et à être, on va dire, percutant aussi, forcément, les joueurs comme Voland et Boadou vont trouver. Et c'est là où tu te dis que tant que nos joueurs offensifs sont dans un match où ils sont vraiment, on va dire, en dedans ou pas à 150%, techniquement, offensivement, tu vas jamais y arriver. Et là, aujourd'hui, que ce soit Diop, Gelson Martins, ils ont fait le travail nécessaire pour des jeunes. Le but de Boadou, le premier, ça vient sur une accélération de Diop avec un relais Sidibé qui la passe à Voland. C'est là où tu te dis que voilà, quand il y a pas les automatismes, mais quand c'est bien huilé,
ça passe. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a vu et ce que je reprochais il y a 2 matchs de ça, justement, c'était ces phases de transition qui étaient extrêmement lentes, extrêmement téléphonées, où on avait vraiment du mal à trouver de la fluidité. Là, on les a trouvées vraiment incisives. Et il y a aussi une chose qu'on a vue et qu'on recommence à voir un petit peu depuis quelques matchs, c'est la capacité du pressing, Boris, de mener un pressing assez haut, assez asphyxiant, avec des récupérations hautes. Et justement, Momo, tu parlais du but. Ce but, il vient aussi avant tout d'une récupération haute et d'une projection très rapide de la part de Disasi, justement. C'est ça. Et c'est là où on se voit aussi l'importance de gens comme la première relance et le pressing. Et surtout, par exemple, ce qui a fait défaut au match contre Strasbourg, c'était les deuxièmes ballons. Là, on était aussi bien sur les premiers que sur les deuxièmes ballons. C'est très bête. Mais là, c'est-à-dire que dès qu'un joueur d'Angers loupait quelque chose, tu avais quelqu'un qui n'était pas très loin derrière dans le pressing. Boadou fait du gros pressing. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais très souvent, c'est ce que j'avais dit, je crois, une fois dans une de mes vidéos, c'est qu'il fait du pressing un peu n'importe comment. Il voit qu'il n'y a personne derrière lui, mais il va continuer à courir derrière tout le monde. Là, c'était un pressing qui était bien organisé. Du côté de Diop, de Tchouaméni, Lucas, ça faisait un bon pressing. Et quand tu as ce pressing-là, et après, voilà... Angers était dans un moins bon match, dans un moins bon moment, mais ça a fait que directement, dès qu'il y avait la prise de balle, ça percutait. Il y avait des espaces de par Angers, et c'est là où on a bien plus percuté que face à Strasbourg, où on était face à un bloc tellement bas que c'était très difficile pour nous et nos types de joueurs de pouvoir faire quelque chose. Ouais, Boris, c'est vrai que justement, voilà, on disait un petit peu tout à l'heure aussi, Angers a pas mal ouvert, en tout cas n'a jamais cherché à défendre bas, à descendre son bloc. Ils ont souvent, même s'ils ont eu du mal à sortir les ballons, ils ont aussi souvent essayé quand même de ressortir vraiment proprement balle au pied, sans jamais balancer les ballons. Et c'est vrai que là, c'est là que aussi notre pressing s'est montré assez efficace, quoi. Ouais, parce qu'ils avaient... il y avait une certaine intention de jeu quand même de leur côté, mais il n'y avait pas forcément la qualité qu'il y avait avec. Moi, je les ai trouvés assez limités dans le jeu. Et mine de rien, eux aussi, la plupart des situations qu'ils vont avoir dans le match, ça va être beaucoup sur des pertes de balles de notre côté et du jeu en transition. Hein. La construction côté Angers n'a pas forcément été très impressionnante aujourd'hui. Donc oui, c'est clair qu'ils ont aussi pu servir notre plan de jeu, et voilà, et on avait une menace dans la profondeur qu'on a finalement pas si souvent, qu'on n'avait pas toujours ces derniers temps, qui a permis de combiner un peu ces éléments pour être toujours, en fait, on a fait peser une menace constante même quand on était un peu moins bien, de à tout moment pouvoir mettre des buts, alors que c'est vrai qu'il y a des matchs où il y a certains matchs comme Strasbourg ou d'autres qu'on a joué récemment, ou Reims par exemple, je repense à des matchs comme ça, t'as l'impression où le PSV, on pouvait jouer 90 minutes et pas en mettre un, quoi. C'est ça. Alors finalement, sur cette première période, il y a pas énormément d'occasions, il y a de bonnes situations, il y a une belle frappe de Gelson mais qui signalait hors jeu. Il y a quand même, mine de rien, on a réussi quand même à mettre 2 buts, hein, puisque Sofiane Diop va marquer juste avant la mi-temps. Mais là aussi, on remarque quand même qu'on a bien joué cette première période, c'est de voir que la première vraie occasion angevine, enfin première situation un peu chaude, c'est sur une frappe un peu enroulée qui intervient vraiment à la toute fin de la mi-temps. Donc c'est là où on voit quand même que ça a été vraiment une bien menée, même si peu d'occasions très nettes, mais quelques arrêts quand même, et ce deuxième but du coup, Momo, où on retrouve à nouveau Kevin Volland, passeur décisif. Quel passeur! Parce qu'en fait, moi je dis, aujourd'hui la twittosphère est heureuse parce que Boadou a marqué, et aussi parce que Boadou est un génie incompris. Vous dites peut-être qu'il s'est loupé quand la balle est arrivée entre ses pieds avant d'arriver sur Diop. Non, sachez, il a fait exprès, ça se voit dans ses yeux, dans sa gestuelle. Il savait exactement ce qu'il voulait faire et il a laissé passer pour Diop. Et rien que ça, moi je trouve que pour ça, on devrait le mettre homme du match. Mais en vrai, pour être plus sérieux, parce que voilà, tout le monde, ceux qui me suivent un peu sur Twitter savent comment je parle de Boadou. Mais oui, aujourd'hui, Volland, ça passe. Il a été bon aujourd'hui comme espèce de numéro 10. Et pas d'attaquant, mais il a été vraiment le joueur un peu en retrait, le 9,5, celui qui mettait Julian, et c'était bien. Et après, c'est aussi là où il a un peu explosé l'an dernier, mais pourtant, c'était aussi dans ce match où il était contre Strasbourg, il était aussi dans ce rôle.
contre la Real, il était aussi dans ce rôle. Et c'est là où c'est dommage, on se dit mais pourquoi il n'est pas comme ça à tous les matchs? Oui, clairement, c'est vrai que très en jambes, on y reviendra sur les performances individuelles un peu plus en détail, mais oui, c'est vrai que beaucoup plus, enfin en tout cas dans ce rôle de 9,5, il a vraiment enfin je l'ai vu courir quoi. Ouais, D'habitude clairement. il trottine, mais là il s'est quand même bien donné. 2-0 du coup au retour au vestiaire, donc forcément la bonne opération, hein, très clairement, il fallait confirmer du coup derrière, mais Boris, finalement, le retour des vestiaires, là par contre, on va un peu prendre le bouillon pendant 20 bonnes minutes quasiment, ouais. Ouais, Angers qui va multiplier les situations et même les occasions, et une défense qu'on retrouve à la limite, qui n'était pas forcément, c'est vrai, tu l'as dit, en première mi-temps, on a concédé peu d'occasions, mais il y a des situations avec un show notamment, qui n'était pas toujours très, très rassurante, hein, dans la profondeur. Là, on va avoir notamment, moi, je pense, un Jacobs en difficulté défensivement, mais comme depuis le début de saison, hein. On sent un joueur perdu, pas à son poste, et je pense à plusieurs situations, notamment avec Jimmy Cabot, le fameux, sur son côté droit, et Monaco qui subit, qui écope pas mal, qui va tenir un moment avant d'encaisser un but un peu gag en plus, hein, et qui va même être pas loin à un moment donné du 2 partout. On aurait vraiment, on a parlé d'un match bien maîtrisé, mais honnêtement, dans l'espace de 4-5 minutes, on aurait pu, alors tout perdre, ce serait un grand mot, mais tout jeter à la poubelle, ce qu'on avait fait sur la première mi-temps en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. On aurait pu vraiment se retrouver les dindons de la farce avec ce retour des vestiaires. Alors, but un peu gag sur la fin de l'action, c'est vrai. Mais si on regarde même bien, le slalom, hein, c'est un gag. Hein. Voilà, ouais, effectivement, il y a quand même des choses qui vont pas. On a là un Sidibé de Chouameni qui sont quand même assez peu interventionnistes, on dirait les casques bleus. Non, je déconne. On a, et alors surtout, on voit au moment où la frappe est déclenchée, par Unai. On voit Disasi qui essaie de tacler, mais qui est en retard, et en fait il se fait aspirer par l'attaquant angevin. Du coup il monte d'un mètre, et puis derrière il se rend compte qu'il s'est fait avoir et il redescend, mais du coup c'est trop tard. Donc il y a pas mal de mauvaises lectures, hein, aussi sur ce but de la part de notre défense, voilà, on aurait pu avoir une prise à deux sur le slalom d'Unai, mais finalement on a eu un Chouameni, un Sidibé vraiment trop spectateur sur cette action-là, quoi. Je pense qu'ils avaient vraiment peur quand même de provoquer le penalty, parce que tu vois que Unai, je crois que c'est ça, ouais. Il était vraiment sur des petits pas, il avait un centre de gravité assez bas, donc tu voyais que, en tout cas après moi j'ai pas trop aimé la façon de défendre de Sidibé, qui était de biais, donc ça ce qui est normal, mais il n'a jamais essayé de s'opposer, de mettre un pied, quelque chose. Il a toujours été vraiment plus attentif qu'autre chose, et c'est ça qui est dommage. Mais après, dans sa construction, le mec dribble bien, il provoque, il frappe, ça fait poteau rentrant par Nubel. Mais voilà, c'est gag parce que c'est Nubel qui se la met. Mais sinon, le mec, si c'était but direct, on dirait que c'est un beau but de la part. Et une très mauvaise défense de notre part. Ouais. Ça fait un peu slalom d'entraînement avec des piquets, quoi. Exactement, un peu trop même. Des plots. On a 10 minutes après ce sauvetage, Boris, de Nubel sur la. C'est quoi? C'est Thomas, je crois, qui remet la tête, qui est vraiment à 1 mètre du but en plus. Ouais, c'est vraiment bout portant, et là, gros arrêt réflexe, quoi. J'avais noté Fujini, il me semble que c'était le 10 qui met la tête, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Mais ouais, sur un corner joué en 2 temps. L'ami Disasi qui lâche un peu le marquage, hein, revoyez les bandes, et arrêt, je dirais plus spectaculaire que vraiment difficile, mais voilà, arrêt un peu réflexe quand même, hein, de Nubel, et arrêt complètement décisif, et qui va avoir vraiment un impact sur le résultat, parce que on va pas tarder à mettre le 3e et à définitivement enterrer un match qu'on aurait pu vraiment se compliquer. C'est ça, c'est un peu le dernier soubresaut là de la révolte angevine,
la dalle angevine, pardon. Et là, à partir de là, effectivement, il y a quelques changements qui sont faits. Youssouf Fofana qui rentre en tant que numéro 10, pardon. Et on a également Golovin qui remplace Sofiane Diop. Ça, c'est du Laurent Banid, ça. Ce dernier changement-là, en tout cas, il va avoir son importance puisque on va retrouver Golovin à l'origine de ce 3e but, Momo. Yes. Franchement, le coup franc, il était bien tiré. Après, je crois que c'est un Angevin qui la détourne. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, ouais. Et après, Dissassi, voilà, je crois que c'est ça. Dissassi, pour une fois. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté. Et nos défenseurs, je crois que d'habitude, l'an dernier, les Maripane, Dissassi, ils étaient déjà à 2-3 buts chacun dans ce genre d'exercice. Je crois que Maripane, il en avait lâché 5 au mois de janvier ou un truc comme ça, l'an dernier. Voilà. Enfin, en 2021. Mais en 2021, exact. Mais là, offensivement, sur les coups de pied arrêtés, c'était soit très mal tiré, soit les têtes étaient totalement à côté. Mais là, ça fait plaisir enfin que Dissassi marque. Certes, défensivement, c'est toujours pas ça, mais au moins il se rattrape grâce à ce but qui nous libère. Parce que voilà, on était, comme tu l'as dit, on est passé à très peu de la correctionnelle à 2-2. Et on n'est pas sûr que mentalement, Monaco et les joueurs auraient pu faire mieux qu'un match nul ou peut-être même s'écrouler. On n'est pas sûr. Est-ce que là, aujourd'hui, tu me dis, ouais, non, mais même si on avait fait 2-2, Monaco allait se réveiller et allait marquer un 3e. C'est pas forcément sûr quand on voit l'état d'esprit dans lequel est l'ASM depuis le début de saison. Ouais. Et puis ce prolongement du ballon par Traoré a eu du bon parce qu'il permet de remettre aussi Dissassi dans le jeu. S'il n'avait pas été touché, il y avait normalement un hors-jeu. Non, je crois qu'il n'était pas hors-jeu, mais je crois qu'ils n'auraient jamais eu le ballon en fait, tout simplement. Je crois que le ballon serait jamais arrivé. Mais ouais, si c'est le Monégasque qui la prolonge, Dissassi est hors-jeu, mais sur le coup franc au départ, il n'est pas hors-jeu. Non. Oui, voilà. Donc voilà, donc c'était effectivement, ça s'est pas passé loin. Mais effectivement, Traoré qui joue défenseur central et qui porte le 8 comme Marcel Desailly. Ce qui est à peu près son seul point commun avec Marcel Desailly. Je pense aussi, ouais. Ouais, très bien. Il a peut-être 2 téléphones aussi, on sait pas. Je pense qu'il y en a même peut-être même plus. Palmarès de Marcel Desailly. N'empêche, ça a vachement ça vannait dans la 2e édition des Yeux dans les Bleus, je crois, sur ces 2 téléphones. Il prend sur ça. Enfin, gentiment, mais... enfin voilà, du coup Boris derrière 3e but, on sent que c'est le but qui achève Angers et derrière on va même rater l'occasion d'alourdir la marque, très clairement. Ouais, objectivement à partir de ce moment-là on est largement plus proche du 4-1 que du 3-2. On va avoir encore pas mal de situations, c'est notamment Ben Yedder qui va rentrer et qui va nous rater deux bons face-à-face sur Petkovic, qui va mettre un but malheureusement refusé pour hors-jeu, un hors-jeu limite, on va le dire comme ça, mais qui en vertu des nouvelles façons de juger les hors-jeux, est sifflé. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. Ben Yedder, dont on a l'impression qu'il n'y arrive plus dans l'exercice du petit ballon piqué ou qui a plus de mal qu'avant dans le face-à-face. C'est vrai que c'est presque le genre de situation où avant on a l'impression que c'était du 100% pour lui ou pas loin. C'est un peu rageant même parce que honnêtement ce genre je pense qu'on le termine. Ouais, et c'est vrai que là aussi on en parlait un petit peu avant l'émission justement. On sent quand même que même si on peut penser que Ben Yedder joue mal le coup, je pense qu'il le joue quand même pas très bien. Malheureusement, pour nous, le gardien, là, Petkovic, joue bien aussi ce duel-là. Jamais il se lance, il est toujours sur ses appuis, il ne donne aucune indication à Ben Yedder, comme tu le disais avant le match, et c'est ça qui fait que techniquement, il n'y arrive pas. Parce que même s'il avait fait un piqué, hormis faire un lob à la Falcao face à City, le gardien, il l'avait. Donc là, en fait, comme on sait aussi que... Et je pense que d'une certaine manière, moi je pense que le loupé qu'il a eu face au Shakhtar avec son piqué qui passe à 15 km, je sais pas pourquoi, mais depuis, j'ai l'impression que chacun de ses piqués, il avait essayé contre 3, à un moment il est en face à face, il essaye un piqué qui passe totalement pas du tout. Là pareil, j'ai vraiment l'impression que ses piqués, autant c'était une valeur sûre, et qu'il ne veut pas faire autre chose. Il se dit, je sais faire qu'un piqué. C'est dommage, des fois je me dis, mais frappe. C'est ce qu'il fait sur le but qui est hors jeu. Il contrôle, il la met parfaitement. Et on se dit, mais pourquoi il n'a pas fait ça, notamment sur l'occasion.
Ou même crocheter, tout simplement, hein, pousser le ballon un peu sur la droite. Alors, il est au duel avec le défenseur, mais bon. Ouais, Après, je pense que ça aurait été plus compliqué parce qu'il a plus ses jambes de 20 ans, j'ai envie de dire, et en termes de vitesse, j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu. Ouais, c'était dur. Ouais. Mais je pense que il aurait pu, je pense, faire un petit plat du pied simple, sécurité, comme dirait tout bon coach. Mais non, il a essayé de se. Après, j'ai posé une question, c'est de savoir qui a eu le plus d'occasions franches entre Boadou et Ben Yedder. Ah bah ce soir, on peut dire que c'est Ben Yedder. Hein. En 15 minutes, il en a eu 3, quoi. Voilà. Et c'est ça, je me dis que c'est quand même fou, c'est que Ben Yedder, malgré tout, est un joueur qui, j'ai l'impression que quand il rentre, il profite du travail qui a été fait. Mais malgré tout, j'aimerais bien le voir faire 90 minutes parce que je me dis que peut-être qu'avec 90 minutes dans les jambes, il aurait eu plus d'automatisme, plus de réussite peut-être. Parce que regardez l'an dernier, il fait 90 minutes face à Angers, c'est lui qui nous sort le piqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. On l'a revu, le club l'a publié dans la journée et je m'étais déjà fait la réflexion, on n'en voit plus des piqués comme ça, alors que c'est vrai que sur ces 2 premières saisons, c'était un peu le thème qui accompagnait. C'était les piqués et les pénaux. Hein. C'était ça. Et aujourd'hui, on n'a plus que les pénaux. Ouais, sur les 8 buts, il en a mis que 3 ou 4 des pénaux. Hein. Donc c'est du 50-50 quand même. Hein. Piqué et Pinot, ça ferait presque un nom de série ou de restaurant, tu sais. Piqué et Pinot. On a déjà eu le Pinot quand même avant. Hein. Ouais. Le Pinot, ouais, ça c'est. Ouais, c'est. Pour les anciens. Ouais. Alors du coup, bah, en tout cas, Monaco, on peut regretter un petit peu de ne pas avoir réussi à marquer ce 4e but ou que le 4e but ait été refusé pour un hors-jeu du coude. C'est toujours, c'est toujours dommage. Mais en tout cas, Monaco qui conforte en tout cas sa victoire. Il est trop gros de la poitrine. C'est ça. Il est dépassé comme ça. Voilà. S'il avait rentré un peu le ventre, je pense que le but était accordé. Le téton qui dépasse, et voilà. Et je me dis que peut-être avec un autre angle de caméra, peut-être qu'on aurait l'impression qu'il n'était pas hors jeu. Hein, je me dis. Ouais, non, mais la VAR, c'est la pas justice. De complotisme. On peut pas. Bientôt, les hors-jeux seront validés par une intelligence artificielle. J'ai lu ça. Ouais, c'est ce qu'ils veulent essayer. Inch'Allah, je serai plus là. Mais, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, si à la fin, t'es sûr à 100% qu'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, frérot. Ouais, mais ça impliquerait d'avoir des capteurs dans le ballon pour savoir à quel moment précis le ballon part du pied, le contact du. Tu vois, c'est. Moi, je trouve que là, on met le doigt dans l'engrenage. T'as pris le taxi pour Tobruk, hein, sans le savoir. Après, si on arrive à avoir des gens plus compétents que parce qu'on va pas se mentir, les arbitres, c'est quand même ce qu'il y a de plus incompétent dans le foot. Vraiment, quand tu vois. Moi, des fois, je dis souvent que les arbitres sont des aveugles au volant d'une Ferrari. On leur a donné la VAR et ils savent pas. Il y a certains entraîneurs, je peux te donner des noms, qui sont pas très compétents. Ouais, mais ça, honnêtement, on va pas se mentir, c'est comme tout. Et t'as certains youtubeurs qui font des vidéos, ils savent même pas faire de montage à moi. Mais je me suis senti visé là. non, je parlais vraiment de moi. Non, je parlais vraiment de moi parce que honnêtement, quand j'ai fait, c'était horrible. Mais non, honnêtement, je pense que si de l'intelligence artificielle, bon, je pense qu'on divague un peu, mais permet d'avoir moins d'erreurs où il y a plus d'interprétation, parce que combien de fois l'arbitre, on est 80% des gens qui disent il y a faute, et t'as 20% qui disent bah non, il n'y a pas faute. Bah comme il y a ces 20%, tu te dis bah l'arbitre il a pas tort en vrai. Bah peut-être que interprétation. Mais s'il y a plus d'interprétation, au moins on est sûr que faute, pas faute, main, pas main, et t'es tranquille. Ouais, c'est vrai que voilà, effectivement c'est un débat qui mériterait plus de temps, mais qu'on va pas pouvoir faire ici, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que là le problème c'est que ça chamboule et ça obligerait justement à refonder un peu l'essence même de ce sport, du foot, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à l'interprétation dans l'arbitrage. Donc c'est vrai que voilà, ça obligerait peut-être à modifier aussi des règlements, notamment sur les mains dans la surface, pour que ce soit plus facile à juger, entre guillemets, quitte à être un peu caricatural des fois dans la voilà,
Enfin, en tout cas, c'est vrai que je suis pas trop sur ça. Je préférerais juste avoir moins de ralentis et en me disant, bon, bah, dans le bénéfice du doute, j'ai pas bien vu l'action, peut-être que l'arbitre avait raison, et puis voilà, je passe à autre chose. Voilà, ça pourrait dire que la télé, en fait, te donne moins d'éléments qui te permettent de juger et de te dire l'arbitre a eu faux, en fait. C'est ça. Le problème après, c'est que nous, on est juste spectateurs, mais les gens qui sont dans les clubs, tout ça, eux, ils vont venir avec leur propre caméra, presque, j'ai envie de dire, et eux, ils vont regarder. Et là, ça va, voilà, parce que ça va tellement vite maintenant que bon. Enfin bon. Du coup, messieurs, passons-nous aux prestations individuelles avec les tops et les flops. Il y a un top qui s'est quand même pas mal distingué ce soir, en tout cas qui vraiment fait l'unanimité, c'est Kevin Volland. Boris, je te laisse commencer sur Volland. Ouais, presque à contre-emploi, hein, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pas mal depuis un peu plus d'un an qu'on pratique maintenant le garçon. On l'a pas mal catégorisé finalement comme presque un renard des surfaces, comme un pur buteur qui apportait très peu de choses avec le ballon à côté. Et c'est vrai que c'est un peu moins le cas cette année, il a perdu un peu ses qualités de buteur, il met plus tant de buts que ça, il est plus si efficace dans la surface. Alors il a marqué là contre la Sociedad, mais on n'est plus du tout sur les ratios de la saison dernière. Et du coup, aujourd'hui, il s'est pas mal réinventé dans un autre registre avec. Alors, est-ce que les 2 passes vont vraiment lui être comptées? Je ne sais pas, mais on peut lui compter en tout cas 2 actions vraiment décisives. Visiblement, Boadou la touche pas, hein, donc apparemment, il n'y aura pas de raison de pas en avoir 2. La première est vraiment de très très grande classe, hein, de très haut niveau. La première déviation pour Boadou. Faites exprès ou pas faites exprès? Je pense quand même. C'est ce qui avait été demandé, je crois, dans le chat. Je crois que c'était Trezegol qui demandait si c'était fait exprès. Non, je pense qu'il fait vraiment exprès. Après, elle est parfaite. Je pense qu'elle est volontaire quand même. Honnêtement, tu vois, si c'est pas le centre un peu fait à l'aveugle, là, tu vois vraiment, même dans son regard après, tu vois qu'il est dirigé vers le ballon, vers cette course. Donc, honnêtement, je pense que elle est exprès en tout cas. À mon sens, en tout cas. Ouais, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, très content de voir Volland se remuer les jambonneaux, quoi. Aujourd'hui, on l'a vraiment vu courir. Il s'est vraiment donné, notamment sur les transitions. Voilà, il a bien couru ce soir. Donc, le foot, c'est pas que ça, mais aussi quand même. Donc, c'était important parce que comme je disais, souvent, des fois, il est un peu trottinant. On sent que voilà, il est pas là physiquement. Il avait l'air un peu plus alerte aussi. Donc ça améliore, j'ai envie de dire, l'impression d'ensemble, quelque part. Un deuxième top, du coup, c'est Sofiane Diop qui sortait d'un flop, tout comme Volland d'ailleurs, face à Strasbourg. Mohamed, du coup, Diop qui a fait une bonne rencontre. Alors, avant de commencer, moi je trouvais un peu irrégulier quand même, assez inconstant dans son match, c'est-à-dire qu'autant il a été capable d'actions de grande classe, et autant il y avait des choses où il était vraiment en retard et pas trop dans le coup. Pour moi, un peu plus inconstant, je trouvais ce soir. C'est la marque de fabrique de l'ASM en ce début de saison, hein, c'est l'inconstance que tu vois. Pareil, hein, Volland, tu le mets ses deux buts de côté, pareil, il a été inconstant. Volland, Diop aussi, c'est un peu ce qui est dommage et qui est très frustrant dans cette équipe, c'est cette inconstance. Mais malgré tout, je le mets dans mes tops parce qu'il a percuté, parce qu'il a toujours essayé de jouer de l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on met trop de côté, mais il essaie toujours d'aller de l'avant. Ça, c'est vraiment bien de la part du joueur. Il est là pour mettre le deuxième but. Il est là dans la récup sur le premier but avec son jeu avec CJB. Donc honnêtement, ouais, ça reste quand même un joueur percutant et il nous a fait quelques petits gestes techniques, un peu de classe, une espèce de talonnade un peu dans la surface en deuxième mi-temps. Donc voilà, moi je pense tout ça. Exactement. Donc voilà, ça reste un joueur inconstant comme tout l'effectif de l'ASM, mais ça reste, quand il est bon, voilà, ça éclabousse, on va dire, un peu le match. Ouais. Le troisième top, alors je vais peut-être pas lancer Boris dessus parce que c'est peut-être pas forcément le sien. C'est Gelson Martins que j'ai validé moi-même. Voilà, je tiens à le dire. Je n'ai pas opposé de résistance à ça. Mais ouais, j'ai trouvé un Gelson Martins quand même beaucoup plus entreprenant, un peu plus virevoltant ce soir, un peu plus en réussite quand même dans ce qu'il a fait. Notamment, il y a une action en deuxième période où la finition méritait mieux et je crois, je sais plus qui se rate, mais où son ouverture est vraiment bonne. Mais voilà, non, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de bonnes choses de la part de Gelson Martins. Messieurs, ce que vous en avez pensé, vous, ce soir? Je sais que Boris, lui, il a pas trouvé
tellement bon, il a trouvé inconstant, ce qui est vrai aussi. Mais moi, je l'ai trouvé intéressant dans sa percussion, dans le fait que voilà, il a toujours tenté d'aller aussi de l'avant un peu comme Diop, et il a réussi ses dribbles, ce qui est très rare. Donc quand c'est rare pour être souligné, autant le faire. Il a réussi ses dribbles. Bon, certes, il a toujours la frappe d'un U12, mais au moins, il frappe de temps en temps. C'est lui qui avait la première frappe, je crois, au début du match. Il a une grosse occasion sur une passe en retrait de Ben Yedder. Voilà, il a été vraiment intéressant. Je pense qu'une note de 6 dans l'équipe demain ne serait pas volée. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en tout cas, je le mets dans mes tops. Ouais, je l'aurais pas mis top, mais pour lui, pour son niveau, c'est plutôt arrangé dans ses bons matchs depuis quelques temps. Et quand il est à ce niveau-là, ça reste une pièce intéressante parce que c'est un profil qu'on n'a pas par ailleurs, notamment là, depuis qu'on a la blessure de Crépin Diatta. On a enchaîné là des matchs avec Golovin et Diop et on voyait que c'était pas forcément fabuleux, hein, les deux ensemble, avec des profils moins forcément dans la profondeur, des profils plus à demander le ballon dans les pieds. Voilà, Gelson, il apporte quand il est dans ces dispositions-là, il apporte un peu plus de danger, il fait tout le temps peser une menace, donc c'est un profil intéressant à avoir dans la rotation, ça c'est sûr. On va maintenant du coup passer au flop avec Ismail Jacobs du coup. Alors, qui veut en parler Lequel d'entre vous a envie de se lancer? Vas-y, je vais laisser Boris. Ah, d'accord. Ouais, Jacobs qui, au final, il n'y a pas de but à lui imputer ce soir. Il a réussi à tenir les 90 minutes sur le terrain, mais on se sent quand même pas rassuré, on se sent pas en danger. Moi, je l'avais dit une fois, hein, je pense que c'est le poste finalement où on a le plus gros écart, je pense, entre le titulaire et le remplaçant, et c'est le poste où le turnover est vraiment un risque où je pense Kovac doit mesurer avec une grande dextérité. Il faut bien finir par faire tourner Caillot. Et ça peut pas être qu'en cours de match parce que les matchs en plus on les maîtrise pas si souvent, donc on peut pas avoir le luxe de dire les matchs sont pliés, on fait rentrer Jacob. Pas forcément d'action emblématique ce soir, mais souvent on sent que le placement c'est pas forcément son truc. Je pense qu'il a été recruté dans l'optique d'une défense à 5 qui finalement a très très vite disparu à l'AS Monaco et que la défense à 4 il découvre, et honnêtement voilà, il est souvent mal placé. Et ça a donné pas mal d'opportunités à Angers. Même offensivement, il y a un peu de déchets quand même, je trouve. Il y a parfois quelques bonnes percussions, quelques bons centres, mais il y en a aussi des ratés. Donc globalement, voilà, c'est pas forcément le match le plus rassurant. Je pense qu'il aura une opportunité d'enchaîner à Grasse dans une semaine. Accumuler un peu de temps de jeu, ça lui fera peut-être du bien aussi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour reprendre un terme de Flo l'autre jour, une liability dans la défense Jacobs quand il joue. C'était marrant ça. Je sais que tu affectionnes particulièrement les anglicismes, donc. Voilà. Non, c'est vrai que sur la période aussi où on a été moins bien, c'est quand même les centres sont aussi beaucoup venus de son côté en début de deuxième période, donc c'est vrai que défensivement pas forcément très rassurant. Et enfin du coup Sidibé a été notre deuxième flop de la soirée. Momo. Il a commencé dès la 9e minute avec un carton jaune. Honnêtement, je me suis dit, est-ce qu'il va finir le match? Il a été très approximatif. Ses contrôles de balle n'étaient pas forcément toujours dans le bon sens. Il était un peu. C'est dommage parce que des fois, Sidibé, quand il est bon, il met Aguilar 15 km derrière lui. Quand il est dans des matchs comme ça, tu te dis que même toi, tu peux faire le travail en fait. C'est vrai que le Aguilar, le Aguilar qu'on a eu depuis un an, il est plus très bon, le Aguilar là. En fait, on a tellement de joueurs inconstants qui peuvent te faire des matchs. Contre le Shakhtar, CJB, il était juste incroyable, il était énorme. Et je pense que s'il avait fini le match, on n'aurait peut-être pas perdu ou pas comme ça. Et tu as des matchs comme ce soir, où il est vraiment quelconque. Tu as l'impression que chaque faute, c'est carton qui va tomber. Et c'est dommage. Des pertes de balles en plus. Qui coûtent cher des fois en plus. Bon, heureusement, ce match-là, il n'y a pas eu de conséquences. Mais des pertes de balles, des passes mal ajustées, des courses pas dans le bon tempo, des centres au 4e poteau. Lui, quand il foire son match, il le foire bien, tu vois. Ouais, c'est vrai que ce soir, pas vraiment. Et en plus, c'est à souligner parce que c'est plutôt une exception, mine de rien, avec Sidibé depuis pratiquement un an. Donc,
voilà, on peut se permettre aussi un match. Ouais. Un match qui est quand même plutôt à côté de la plaque. C'est vrai qu'en tout cas, quand je voyais un peu il y avait eu quelques moments un peu chaud avec, enfin un peu chaud. L'arbitre, on sentait que voilà, il avait on voyait quand même le taulier qui allait voir aussi un peu l'arbitre, qui allait. Et c'est là je me suis dit pourquoi c'est pas lui le capitaine quand Ben Yedder est pas sur le terrain. Pourquoi c'est Disasi, je comprends. Voilà. On voyait dans l'attitude que c'est quand même celui qui est le plus calme aussi, qui voilà, qui va aussi parler, arrondir les angles, etc. Donc je sais pas, c'est... Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion de conservatisme dans le sens où l'envie probablement de pas froisser un joueur, de pas... tu sais, t'as joué à Football Manager, quand tu retires le brassard à un mec, pète un câble, c'est pareil en vrai. Hein, je pense Kovac doit pas avoir envie de prendre ce risque-là, de toucher. Par contre, je pense que ça, avec toute la... Il y en a 3 ou 4, je pense, qu'on mettrait avant Disasi, hein, en tant que capitaine, vice-capitaine. On pourrait penser à Sidibé, à Maripane, même à Chouameni, voire même à Fofana, ça ne me choquerait pas. Bon, bah voilà, je pense qu'il veut pas trop toucher à ça, parce que ça serait un message, c'est sûr que c'est un signal fort envoyé sur la confiance que tu peux avoir dans le joueur. Hein. Ouais. On enchaîne du coup avec Alexander Nubel, du coup, qui a dû malheureusement s'incliner ce soir face à sa propre jambe, son propre mollet. Donc c'était un but contre son camp, tout simplement. Voilà. Donc, mais bon, on a dit un peu gaguesque. Pour le reste, messieurs, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, il y a des arrêts importants, on l'a dit. Peut-être même un arrêt qui nous fait gagner ce match aussi, hein, qui nous permet de gagner ce match. On saura pas, mais voilà, ça nous a permis vraiment de pas lâcher. Malgré tout, je retiens quand même son jeu au pied, pas super bon ce soir, pas super bon en général, et surtout d'avoir vu Maripane gueuler alors qu'il était 30 mètres plus loin que lui d'un long ballon de Nubel, pas bien ajusté du tout, et qui a fini dans les pieds angevins. Donc encore beaucoup de travail, je trouve, dans le jeu au pied pour lui. Clairement, honnêtement, moi je trouve qu'il nous sauve le match, comme tu as dit, sur cet arrêt à bout portant. Il nous fait vraiment un arrêt à la Neuer où il a un mode gardien allemand, gardien de hand. Ça, clairement, il sait faire. C'est un peu aussi pour ça qu'il a été recruté. Mais son jeu au pied, ça me fait. Alors, je ne sais pas si vous avez connu Donnarumma à ses débuts à l'AC Milan. Moi, comme je suis un peu l'AC Milan, j'ai découvert donc Donnarumma à ses débuts. Et Donnarumma, ses relances, elles étaient catastrophiques. Elles étaient éclatées contre un bus. Et lui, il n'est pas éclaté contre un bus, il est éclaté contre un immeuble. Ses relances, j'ai l'impression qu'à chaque match, il va nous faire une relance contre un joueur, pour un joueur adverse, qui va faire une frappe de merde où il va pouvoir faire un arrêt comme ça en mode beau gosse, je l'ai attrapé la balle. Des fois, il me fait penser à ça. Je me dis, en fait, il fait exprès pour avoir sa photo sur le build ou je ne sais quelle merde allemande en mode j'ai fait un arrêt. Parce qu'il le fait tout le temps. J'ai cru comprendre qu'il... Ouais, moi, j'étais au stade les deux derniers matchs. Et t'as bien vu, du coup. Tu sens un frisson. On n'est pas nombreux au stade, hein, mais tu sens un frisson parcourir les gens. Dès qu'il y a un ballon qui arrive chez lui à jouer au pied, et que la situation est un petit peu tendue, et ça, j'imagine, c'est des trucs que lui aussi doit percevoir, que tout le monde doit percevoir. C'est assez terrible, hein, quand tu te mets dans une dynamique comme ça. Les adversaires le sentent, et c'est vrai que il n'y a pas eu ce soir de situation trop dangereuse là-dessus, mais tu te sens jamais... tu sens que ça va forcément tomber une bourde, qui va forcément tomber un de ces 4. Quoi. Quand t'as dit frisson, ça m'a fait penser à la vidéo qui était sortie sur Sourzac, avec les extraits de Beckham. C'était magique, ça, quand même. La comparaison. Ouais. J'aimerais bien retrouver cette vidéo, je crois qu'elle n'y est plus, mais si jamais quelqu'un arrive à retrouver ça, merci beaucoup. Alors on enchaîne du coup avec notre défense centrale, Disasi et Maripane. Donc Disasi buteur, Boris, pour un petit peu sauver son match. Ouais, franchement, il était pas loin du flop. Pour moi, il y allait tout droit. Le but, déjà, qui a été
qui est plutôt bien réalisé, hein, une belle petite reprise de volée, et puis en plus qui est ultra important parce qu'il clôt définitivement le match. Angers, ils ont jeté l'éponge à ce moment-là, alors que honnêtement, on aurait pu se compliquer la fin de match. Par contre, c'est vrai que Disasi défensivement, on a parlé du but, hein, t'en as parlé, on a parlé de la tête de Fulgini. C'est pas les seules situations, il est souvent un petit peu à la limite. Il est vraiment pas rassurant. Maripane, qui est dans un autre style, je sais pas, il n'est pas forcément beaucoup plus académique non plus, mais qui arrive à dégager vachement plus de sérénité pour faire la transition avec l'autre défenseur central. Ouais. Donc voilà, Disasi, toujours franchement inquiétant. J'ai pas vu passer de news sur l'indispo de Badiachil, donc je sais pas pour combien de temps on en a, mais plus ça va, plus... Connaissant notre staff médical, je pense qu'il sera pas là avant 2022. Hein. Ouais, réathlétisation FC. Clairement, il y a longtemps eu ces 3 joueurs qui étaient un peu côte-côte, hein, comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment plus match et que la charnière centrale, elle est assez claire pour tout le monde. Donc, on espère que notre Badiachil va revenir assez vite. Effectivement. C'est vrai que voilà, Maripane, on a eu un petit peu peur d'ailleurs, pour Maripane aussi à un moment donné sur son genou. Je voyais finir le match avec Disasi Pavlovic et Maxima, j'étais pas bien. Les frissons. Le frisson. Le fameux. Je voyais le grand serin de Maxima s'échauffer. Ouais, on se souvient, la dernière fois qu'on a eu Maxima, ça s'était quand même assez mal passé. Il est rentré milieu de terrain contre la Real Sociedad quand même. Ouais, enfin, je pensais plus à son match face à l'OM. Le Bamba Dieng game. Voilà, exactement. Ensuite, du coup, au milieu de terrain, donc on avait Jean Lucas qui donc enchaînait une troisième titularisation, et Aurélien Tchouaméni qui lui, du coup, faisait son retour. Bah, honnêtement, Jean Lucas, il est là. Il vient, il voit de la lumière, il rentre sur le terrain, il joue avec les gens, il fait plaisir. Il va pas casser 3 pattes à un canard, il va rien faire. Le canard, il va lui juste dire coin et repartir. Honnêtement, moi, Tchouaméni, il a dire. Jean Lucas, plus je regarde ses matchs et j'ai de l'affection. J'ai envie de lui dire good boy. C'est bien, t'as fait l'ombre, on t'a trouvé, on a fait acte de charité, c'est bien. Mais il apporte rien concrètement. Il fait son travail, hein, il va gratter 2-3 ballons par-ci, il va faire 2-3 passes par-là. Puis voilà, le match est fini, tu lui mets son 5, tu lui dis bah t'étais gentil, mais voilà. Tchouaméni était plus en mode patron, essaie de jouer un peu long, essaie d'orienter le jeu. Mais voilà, c'est une petite charnière, c'est un petit milieu mignon, on va dire. C'est pas un milieu qui va faire peur au PSG, par exemple, ou à Rennes. Ah non, ça je crois pas, non. Ouais, Jean-Lucas, c'est vrai. Mais on pourrait même presque parler de Jean-Lucas comme un flop. Hein. Finalement, il est peut-être pas si loin. Alors, je l'ai pas trouvé inintéressant dans son utilisation du ballon. En fait, c'est plutôt dans l'impact défensif où là, il a été complètement inexistant. Hein. Dans les duels, par contre, lui, il n'y avait personne ce soir. Je crois que la dernière fois qu'il a gagné un duel, il était au Brésil, je pense. Ou au Bois de Boulogne avec Herrera, je sais pas vraiment. Il y a des rumeurs qui diraient que c'est lui qui avait volé le portefeuille d'Herrera, mais bon, ça, ce sont des rumeurs. Cela ne nous regarde pas. Bon, en tout cas... Ouais, non, mais Jean-Lucas... qui est élégant quand même à mettre à son crédit. Moi je suis parce qu'il a le maillot dans le short comme ça. Ouais, là, je trouve qu'il y a une allure de bon joueur, mais malheureusement il a toujours fait ça. C'est une autre allure que Ruben Aguilar qui sort avec le cordon de son short défait là, ça me met de mauvaise humeur déjà quand je regarde un match. Ouais. L'allure c'est important. On est quand même à Monaco. Ouais, c'est pas faux. Et en même temps, on a eu pendant des années Philippe Plein, donc j'ai envie de te dire, je crois que l'allure, ça fait un moment qu'on n'y a plus trop accordé d'importance. Je sais que tu regrettes Gianalberto Caporal. Ah ouais. Je me dis même que du coup, Vicomte A à côté, c'était bien en fait. Tchouaméni, messieurs, du coup, de son côté, moi je l'ai trouvé quand même plus discret quand même ce soir.
Je l'ai trouvé assez entreprenant, assez patron, comme disait Momo, mais plutôt sur le début de match. Il a un petit peu disparu au fil du temps, mais j'ai trouvé qu'il venait récupérer les ballons assez bas. Il était assez présent aussi à la récupération. Par contre, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu, je pense, au fil de l'eau. Donc un match relativement correct, moyen de sa part, quoi. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a perdu. J'ai bien cette impression. J'ai bien cette impression, ouais. Il a fait comme Tchouaméni, il a disparu un petit peu en cours de route. Bon, évidemment, on va voir s'il peut nous rejoindre. Mais du coup, on va enchaîner, Boris, avec Myron Boadou, donc qui a enfin marqué en Ligue 1. En Ligue 1, voilà, c'est enfin, voilà, vraiment, c'est le mot. Ouais, un but en plus, un but important, hein, puisque c'est le but qui a débloqué la partie. C'est pas forcément un 5-0 qu'il aurait pu mettre comme ça en fin de match. Moi, j'en ai beaucoup parlé, hein, parce que j'en ai fait mon point d'intro. Le but en soi, je trouve qu'il est intéressant, il est bien fini. C'est une finition assez propre, un peu comme ce qu'on a vu face au PSV aussi. Donc, c'est quand même un joueur qui a probablement de la qualité. On le voit rater des choses aussi, que ce soit des occasions ou même ce soir, parfois des contrôles, des prises de balles. Qui pose aussi question. Donc voilà, c'est vraiment le joueur qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Moi, je suis pas dans l'équipe. Peut-être que je m'assagis avec le temps. J'ai été beaucoup plus dur avec d'autres joueurs probablement par le passé. C'est sûrement aussi un peu conditionné finalement par comment tu vois le mec quand il arrive, et quand c'est un joueur dont tu es content de l'arrivée, tu as plutôt envie qu'il réussisse plutôt que le contraire. Donc moi, j'ai trouvé, je pense qu'on peut pas se permettre de jeter déjà le mec à la poubelle au bout de 3-4 mois comme ça, sur un investissement de 15 millions. On est obligé de persévérer un petit peu et d'essayer de trouver des clés pour le débloquer. Ça n'empêche pas de dire que ce qu'on voit jusqu'à maintenant est très inquiétant. Et ce soir, on a vu des choses encore pas toujours très rassurantes, mais voilà, il apporte des choses, il apporte un profil différent dans la profondeur. Il s'est quand même créé pas mal d'occasions. Il s'en est créé contre Strasbourg aussi l'autre jour. Donc on le voit de plus en plus, je pense, devant le but. Voilà, le but marqué ce soir, il faut espérer que ça lui donne aussi de la confiance, et que ça lui permette d'enchaîner rapidement, de continuer à trouver le chemin défilé, parce que voilà, on en a besoin. On a besoin de sentir que on n'est pas complètement à la rue quand on sort baigner d'air, et qu'on a d'autres armes, et qu'on reste une équipe menaçante. Ouais, effectivement, ouais. Mais c'est vrai que c'est bon pour la confiance, hein, parce que finalement c'est ça qui lui manque à ce joueur, hein, c'est aussi de pouvoir marquer des buts. Alors ça commence mal parce que sur sa première occasion, donc où tu te souvenais pas de sa tête, c'est pas toujours pas. C'est pas cadré. Je vais être en train de préparer mes pattes. C'était pas cadré. En général, il y a toujours une bonne occasion où il est toujours un peu il fait pas le break, quoi, tout simplement. Donc c'est quand même des situations sur lesquelles on l'attend aussi, hein. On sait qu'on va pas en avoir forcément beaucoup, mais il faut qu'il soit capable de les mettre au fond aussi quand c'est comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, voilà. Après, on continue de parler d'un joueur très jeune. Moi, je le trouve quand même intéressant dans ses déplacements, mine de rien. Il y a de bons appels, donc on sent que l'instinct du but, de l'attaquant, ça a l'air de fonctionner, je trouve. Les appels sont assez bons globalement. Il arrive à plutôt bien se positionner pour recevoir le ballon, donc voilà, je me dis que c'est peut-être pas grand-chose, c'est vraiment un peu de précision aussi à trouver pour être un peu plus efficace, et ça pourra peut-être marcher. Bon, j'ai l'impression qu'on a toujours pas Mohamed, on a un joli Si, on a il est là. Parce qu'il n'y a plus ta vidéo, il y a un joli logo Skype à la place. Je sais pas si vous me voyez ou pas, vous. Alors, moi je te vois sur Skype. Moi aussi je vous vois sur Skype. Après, je sais pas si on m'entend. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ah, tant formidable. Mieux. Allez, c'est parfait. Écoute, si tu as un petit commentaire sur Boadou avant de passer au remplaçant. Boadou, c'est le futur R9. Hein. Moi, j'ai toujours dit depuis le début de saison que Boadou, c'est le futur Ronaldo. Hein. Les gens sont là comme des mauvaises langues à dire que. Non, je rigole, je suis pas sérieux. Boadou, j'ai
Je pense qu'il lui faut de la confiance, certes, mais il fait des bons appels, c'est très bien. Dans un center call, c'est très très bien aussi. Dans du foot, c'est bien aussi, mais il faut qu'il concrétise. Et c'est là où c'est dommage avec Boadou, c'est que il va faire des bons appels, mais il va faire les mauvais gestes techniques. Là, il a fait un beau geste technique en faisant un bon contrôle de balle. J'ai eu pendant 30 secondes, je me suis dit, avec la chance qu'on a, ils vont voir une main, il leur a touché du bras, il va être invalidé. C'est pas passé loin, mais au moins bon, comme on dit, alhamdoulilah, c'est passé. Mais voilà, je pense que c'est un jeune joueur qui doit encore beaucoup apprendre et que il y a aussi un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux, dès qu'on nous vend un joueur comme étant un futur crack, on a eu la même pour Pellegrini, on a eu la même pour Goebbels, on a eu celle pour Boadou. À chaque fois sur les réseaux, c'est ouais, vous allez voir, c'est le futur grand, c'est une future pépite, le futur Mbappé. Et c'est très rarement Mbappé aussi, j'allais dire. Ouais. Pellegrini qui devrait déjà se trouver un nouveau club à partir de janvier, hein, soit dit en passant. Mais là, il vient de faire 20 minutes avec le Milan. Ah, bizarre. Il vient de faire 20 minutes avec le Milan, il n'était pas titulaire. Il faut bien trouver un club. Justement. Charleville-Mézières, Sarcelles, Garges-les-Gonesse. Ah oui, ouais. Ça recrute. Ça, oui, pareil que Thierry Henry, depuis que Thierry Henry en a parlé, visiblement, ça... le nombre de licenciés a doublé. Le box, surtout, il va finir, à mon avis. Oui. Ah bah, pourquoi pas, il s'entraînera avec Tony Oka. Non, je déconne. Bon, en tout cas, un adversaire sérieux. ne sois pas méchant. Les remplaçants maintenant, messieurs. Alors... Isidore, on va pas forcément beaucoup en parler parce qu'il est rentré vraiment dans le temps additionnel. Ben Yedder, on en a déjà mine de rien pas mal parlé avec ses occasions ratées. J'ai plutôt envie de parler de Golovin, Boris. J'aurais aimé pouvoir te demander ton avis sur son match face à Strasbourg, mais tu n'étais pas là, alors je rattrape ça. Il était nul, mais comme d'habitude, de toute façon, il s'était pas enchaîné de bons matchs. Golovin, on n'a jamais vu ça à l'AS Monaco, donc ça, et comme il a fait une bonne entrée là, ça veut dire pas bon contre Metz, et faudra voir s'il joue contre Graz, quoi. C'est ça qui va déterminer. Non, mais j'ai plutôt bien aimé son entrée. Pas forcément des choses exceptionnelles, mais assez précis, il a apporté de la précision technique. Il y a son coup franc, qui a défaut d'être vraiment sur le pied de Dizazi dès le départ et au moins mis dans une bonne zone et compliqué à défendre pour Angers. Il y a un corner pas longtemps après qui est du même acabit. Il y a quelques centres. Donc voilà, c'est un joueur qui s'est vite mis dans le rythme, qui a apporté des choses, qui n'a pas été forcément récompensé d'un but ou d'une passe décisive, mais voilà, qui a fait une bonne entrée. Bonne entrée également pour Fofana, bien en place pour le coup dans les duels. Il a apporté ce qui manquait à Jean Lucas, justement. Même si positionnement très haut, comme on dit, sur le terrain, justement, parfois parmi dans les premiers rideaux pour le pressing, ce qui était un petit peu... ce qui était un peu étonnant du coup, parce que forcément... D'entrée d'ailleurs, il a fait un pressing, on a failli marquer. Ouais. Je crois qu'il n'avait même pas encore touché le ballon, il a failli être décisif de cette façon-là. Ouais. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, cette belle victoire monégasque face à Angers. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, messieurs ? Qu'il faut enchaîner maintenant, parce que là on va recevoir Metz. Je crois on se déplace à Metz, je crois. On reçoit Metz. On reçoit Metz, ouais. Ah ok. Donc là il va falloir enchaîner parce que les concurrents, Marseille est en train de gagner. Je crois que Lyon a gagné ou est en train de gagner, je sais plus. Match nul, Lyon jusqu'à. Ah, Lyon match nul, donc voilà, tant mieux. Et voilà, donc si on veut retrouver des places européennes, je parle même pas de podium, je parle vraiment de places européennes, faut pas perdre de points contre Metz, c'est victoire obligatoire. Il me semble que c'est la 6e place qui normalement est la première place européenne pour la Conference League, donc effectivement rien n'est fait, c'est encore, c'est pas fini non plus, mais c'est pas encore totalement devant nous, il va falloir un petit peu cravacher, pour l'instant c'est Strasbourg qui est dans cette position là, donc voilà, il va falloir 5 points. C'est très serré, mine de rien, ce classement pour les places d'honneur, évidemment, puisque pour le reste,
Mais quand tu regardes, par exemple, Nice, ça a enchaîné 2 victoires, 2 défaites. Lens enchaîne 2 victoires, 2 défaites. Strasbourg, 2 victoires, 3 matchs nuls. Nous, c'est 3 nuls, 1 défaite, 1 victoire. Lyon, 2 défaites, 2 victoires. Donc, on est tous sur des... Quand je crois que c'était sur très irrégulier, hier, très irrégulier. Il n'y a personne qui a une moyenne de 2 points, hormis le PSG. C'est ça. C'est-à-dire que l'équipe qui arrivera à enchaîner 3 matchs, série peut vite faire une différence. Ouais, c'est ça. Comme une série du type de celle qu'on avait fait l'an dernier. Exactement. Là, en fait, on joue Nemes pour ces 3 points nécessaires. Après, je crois que c'est un truc comme Rennes, je crois. Non, c'est PSG, je crois. On finit par Rennes et PSG. Et je me souviens plus, il y a encore un match après Metz. Oui, il y a... Et pas aujourd'hui, J15, 16 On était à la J16, il y aura Graz évidemment pour l'Europa League, et puis après... Donc en Ligue 1, il reste Metz, Rennes et Paris. Il me semble que c'est le PSG derrière. Ouais. Après, c'est Paris. Donc, voilà, il faut vraiment prendre les points contre Metz, parce que contre le PSG, je presque envie de dire, voilà, sauf miracle. Comme il joue le PSG... Ouais, mais après, comme nous aussi on joue, tu te dis que... C'est sûr, mais... Il faut pas s'interdire quelque chose à cause du PSG parce que là, je crois qu'ils sont en train de pas battre Nice actuellement. Ils sont en match nul apparemment. Ouais, ils sont à 0-0. Ouais. Donc Paris c'est très. Si on arrive à être bloc compact avec de bonnes transitions et que tous nos joueurs sont à 100% comme ils peuvent l'être par exemple en Europe, mais si le PSG joue aussi en mode européen, on a beau être en mode européen, ils vont nous écraser. Moi, je pars un peu dans ce principe. Je ne vois pas prendre des points contre. Et après, Rennes, intrinsèquement, c'est pas meilleur que nous, mais collectivement, un peu plus de. Et si on veut faire un rapproché, il faudra les battre. Faudra y aller, parce que justement, par rapport aux bonnes équipes, en tout cas les équipes qui nous précèdent dans le classement, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal cette saison. Donc il va falloir rapidement inverser ça. Merci Boris, merci Momo. Du coup, c'était chouette de t'avoir sur cette émission. Donc que les gens qui nous écoutent pourront aussi retrouver sur ta chaîne Frassir, c'est ça. Exactement, Frazier TV avec le petit tiré du bas du 8 là. Parce que sinon vous allez vous trouver sur des petites séries américaines. Mais ouais, c'est ça, Frazier tiré du bas TV. Ok, le message est passé. En tout cas, merci messieurs, merci à tous dans le chat de nous avoir suivis. Et bien sûr, ceux qui nous écoutent sur YouTube en replay, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu, à commenter évidemment, et à relayer l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Salut à tous et Dagemunegu. Ciao, ciao. Dagemunegu. Ciao. Et bisous.